Bonjour à tous les participants et les participantes qui sont présents et présentes ce soir pour ce webinaire qui va porter aujourd'hui sur la pédagogie extérieure et la conscience environnementale. Donc, un peu comprendre les liens entre ces deux éléments-là et applications possibles dans son milieu scolaire. Avant de commencer, je vais juste vous mentionner que la présentation va être enregistrée. Pourquoi? Parce que notre objectif est de la diffuser par la suite. Donc, si vous voulez vous exprimer pendant la présentation, il n'y a aucun problème, mais sachez que ce sera enregistré. Par contre, à la fin du webinaire, il y aura une période de questions, de partage, peu importe. Et si vous voulez prendre parole à ce moment-là, ça ne sera pas enregistré. Donc, c'est seulement pour vous en informer. Comme vous le savez peut-être bien, ce webinaire-là fait partie en fait d'une série de webinaires que mon équipe et moi, on a été mis en charge de faire. D'ailleurs, le mien d'aujourd'hui, c'est le troisième cet automne en fait. Il y a mes collègues, Holly McIntyre et Charlotte Houner, qui ont présenté chacune un webinaire. Le premier portait sur la technologie en contexte de plein air par Charlotte et le deuxième, c'était par rapport aux pédagogies extérieures et au bien-être. Juste vous mentionner qu'évidemment, comme on les a enregistrés, ils vont être disponibles très bientôt si vous voulez aller les écouter, les regarder si vous n'étiez pas là, pas présente et présent à ces webinaires-là. Et celui de ce soir éventuellement également sera disponible si vous voulez partager ou revoir. Bon, ben moi, c'est Laurence Couture-Ouellemy. Je suis enseignante en éducation physique et à la santé. Je suis aussi nouvellement chargée de cours à l'UQAM au programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et j'enseigne les cours d'éducation à la santé. Donc, la fameuse compétence 3 de notre profession. J'ai une maîtrise en sciences de l'activité physique. Je me suis intéressée justement aux saines habitudes de vie. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeune va adopter et maintenir des saines habitudes de vie? J'ai un peu été voir les schémas théoriques derrière ça, mais surtout les facteurs facilitants pour y parvenir, de l'enfance à l'âge adulte. Et depuis 2 ans, je suis maintenant au doctorat en santé et société et c'est là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser davantage à l'aspect de plein air. Je m'intéresse aux pédagogies extérieures et plus précisément les impacts chez les étudiants au niveau physique, physiologique et psychologique comme le bien-être. Et la thématique de la conscience environnementale va faire aussi partie de ce projet de recherche. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose comme plan de présentation, je vais faire une mise en contexte, un peu pourquoi aujourd'hui je décide de parler de conscience environnementale et de pédagogie extérieure. Je vais également faire des liens avec des mécanismes théoriques. Je vais vous donner quelques conseils pratiques. Quand je parle de conseils pratiques, c'est évident que c'est un peu difficile, ne sachant pas nécessairement de où vous venez, quelle matière vous enseignez, dans quel contexte. C'est difficile de vous donner des exemples qui vont peut-être tous vous toucher en même temps, mais je vais beaucoup parler d'approches pédagogiques qu'on peut utiliser lorsqu'on veut traiter de la dimension environnementale. Donc, développer la conscience environnementale chez nos étudiants et nos étudiantes, quelles approches on pourrait privilégier, évidemment, dans un contexte extérieur. Par la suite, il y aura un quiz. C'est pas un quiz à proprement dit, c'est plutôt des questions que je vais vous lancer et ça va amener un peu peut-être matière à réflexion chez vous, mais aussi pour moi de voir un peu un portrait de comment vous vous situez par rapport à cette thématique-là. Ensuite, je vais vous présenter un exemple de planification, donc une planification sur 2 séances. Assez simple, mais encore une fois, c'est pour vous présenter une construction qu'on peut avoir quand on veut développer la conscience environnementale de nos étudiants. Et on va faire des liens justement avec le choix des approches pédagogiques pour cette planification-là. Et par la suite, je vais conclure pour suivre avec notre période de questions. Et n'hésitez pas pendant la présentation, si vous voulez partager quelque chose ou poser une question, il y a le chat aussi qui est disponible ou lever la main tout simplement. Alors, on débute avec une mise en contexte. On sait qu'on s'inscrit en ce moment, on parle beaucoup de problématiques environnementales. C'est pas un sujet qui est nouveau pourtant, ça fait des décennies qu'on en parle.
Mais c'est sûr qu'avec la COVID-19, une situation hors du commun, c'est peut-être venu mettre un peu la loupe sur certaines problématiques qu'on avait déjà et c'est venu juste nous mettre en perspective dans quoi qu'on se dirige. Et on se rend compte que ces problèmes environnementaux-là sont très liés avec la relation qu'on va entretenir avec la nature. Donc, c'est important de développer une connexion avec la nature. Et encore une fois, la COVID-19, avec le confinement entre autres, on a perdu ce lien-là chez les jeunes encore plus. Donc, cette importance-là, on veut la créer parce qu'elle peut aider à contrer certains enjeux quand on parle d'environnement. Et cette sensation-là, en fait, reliée avec la nature, c'est lié à une conscience et à des actions pro-environnementales. Donc, on voit un certain effet domino. Donc, si on se connecte avec la nature, qu'on se sent, on est conscient de ce qui nous entoure, ben, ça peut favoriser des gestes pro-environnementaux. L'importance d'expériences sensorielles en plein air devient encore plus important quand on parle de ce développement de conscience environnementale et elle est plus susceptible de laisser une impression durable. Donc, c'est pas non, nécessairement de seulement sortir à l'extérieur, mais de vivre une expérience sensorielle si on veut que ça soit périn dans le temps. Et ça peut justement nous aider, nous et aussi les autres, à transformer nos perceptions des enjeux environnementaux par cette connexion qui est émotionnelle. Donc, on a une émotion reliée à la nature. Et les auteurs mentionnent dans la littérature que ça serait même un prédicteur clé d'engagement écologique, en plus de développer le fameux sentiment d'appartenance à ce qui nous entoure, à notre environnement naturel. Il existe des moyens pour accroître cette connexion-là. Ça nous intéresse, nous, en tant que pédagogues, possiblement. Euh, on veut faire vivre des expériences positives avec la nature à nos étudiants et étudiantes. Ça, c'est un moyen pour accroître cette connexion-là. Comment? Ben, en passant le plus de temps dans un environnement naturel. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que les études montrent que même en milieu urbain, le temps qu'on passe à l'extérieur dans des environnements naturels, ça peut aussi accroître cette connexion-là. Souvent, on a tendance à penser qu'il faut absolument s'éloigner des grands centres urbains, mais c'est faux, on peut y arriver, mais il faut être conscient de les espaces qui nous entourent. Si on parle de notre établissement scolaire, un peu faire du repérage, mais aussi voir les opportunités qu'on peut voir en périphérie de la ville sans que ça soit trop loin. Ça peut être des grands parcs, des jardins communautaires, des espaces verts. Donc, le rôle des pédagogies extérieures dans tout ça, ben, évidemment, en utilisant les pédagogies à l'extérieur, donc en sortant avec nos groupes à l'extérieur, on peut leur permettre de vivre des expériences qui vont renforcer cette identité écologique-là, et ce, avec des immersions sensorielles complètes. On veut les faire sentir, toucher, entendre, voir la nature de manière directe. Et on sait que les jeunes sont très déconnectés du milieu naturel et très connectés plutôt à l'environnement numérique. Donc, l'utilisation de ces pédagogies-là devient vraiment intéressant pour justement les reconnecter au territoire et à ce qui nous entoure, ce qui les entoure. Ça va aussi inspirer un sentiment d'espoir chez eux envers le vivant et ça peut même atténuer l'éco-anxiété liée à la crise écologique. L'éco-anxiété, on va en parler un peu plus loin dans la présentation, mais c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité également. Les recherches commencent à montrer que les jeunes en souffrent de plus en plus et ces jeunes-là, évidemment, vont passer par nos établissements scolaires. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Alors, si je récapitule un peu les éléments que je viens de vous présenter, ben, premièrement, on voit que c'est important de se connecter à la nature. Pourquoi? Parce que ça mène possiblement à le développement de la conscience environnementale. Donc, je suis connectée, je sens la nature, je suis dedans, je suis conscient de cet environnement-là, de cette nature-là, ce qui amène plus de chances d'avoir des gestes pro-environnementaux, donc de protéger cet environnement-là. Plus qu'on a conscience de ce qui nous entoure, plus on veut en prendre soin. Là, comme ça paraît super beau sur papier, ça a l'air facile, mais c'est certain que c'est pas aussi évident que ça, au sens où la connexion à la nature, ça va être façonné chez nos étudiants et étudiantes par des perceptions, des croyances individuelles, leur expérience également, c'est quoi leur lien qu'ils ont à la base avec la nature. Donc, ça serait vraiment trop simpliste de dire une simple exposition va automatiquement les connecter à la nature. Donc, c'est un premier pas, sortir avec eux à l'extérieur dans le cadre de nos cours, mais il faut vraiment qu'on développe l'appréciation pour les éléments qui les entourent. Donc, c'est pas seulement l'exposition, mais vraiment d'amener un aspect plutôt pédagogique, avoir une intention derrière ce qu'on veut faire.
Et encore une fois, ce qui est encourageant, c'est que ça peut se faire même en milieu urbain. Donc, on peut ressentir la connexion à la nature même en vivant dans un environnement urbain. Donc, c'est accessible à n'importe qui enseigne, peu importe la région où vous êtes. Donc là, on peut voir à gauche pédagogie extérieure. Donc ça, c'est notre point de départ. C'est un peu l'outil avec lequel on va travailler. On offre des pédagogies extérieures, on intègre ça dans nos planifications, dans nos cours. Et l'objectif, si notre objectif, c'est de développer la conscience environnementale, évidemment, il y a des chemins qui sont possibles pour y arriver, des chemins qui sont reliés à des mécanismes théoriques qui sont sous-jacents. Aujourd'hui, je vous en présente rapidement trois. Je veux pas non plus trop m'attarder à ces concepts-là, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas par magie que ça se fait. Il y a vraiment des éléments à prendre en considération et des éléments qui se font à cause qu'il y a des modèles théoriques qui sont venus les expliquer. Donc, le premier, on a l'éducation à la durabilité qui nous permet de, en fait, par un engagement sensoriel, donc si on décide d'engager sensoriellement nos étudiants avec la nature par une expérience immersive, ben, ça peut entraîner le bien-être collectif de notre groupe et une satisfaction personnelle accrue. OK? Et de là va débouler l'appréciation accrue de la nature qui, comme vous pouvez le voir, mène à cette conscience environnementale. Ensuite, on a aussi le concept de biophilie de Zhang en 2014. Biophilie qui, dans le fond, c'est l'attirance innée de l'humain envers le vivant. Ok? On l'a tous à la base. Et pour la travailler encore plus, ben, la théorie mentionne qu'il faut être exposé le plus possible à la nature par des activités sensorielles qui sont positives. Donc, il faut faire vivre des éléments positifs à nos jeunes. Et ça, ce que ça va entraîner, c'est on va développer un attachement positif envers l'environnement et une réduction de la biophobie. Donc ça, c'est l'inverse de la biophilie qui vient souvent modérer la biophilie, donc la peur des êtres vivants. Donc ça vient la réduire. Et encore une fois, on voit que la flèche se rend à notre case de droite. Finalement, on retrouve un modèle qui est très, très, très populaire, très utilisé dans la littérature. C'est le Nature Relatedness Model, qui ont même aussi une échelle de mesure pour voir à quel point on est connecté avec la nature. Eux, dans leur modèle, les auteurs mentionnent que l'exposition à la nature et le développement du lien affectif par des expériences qui encouragent la réflexion et des interactions personnelles avec l'environnement va favoriser ce fameux développement de la conscience environnementale. En poursuivant, peut-être que vous avez déjà vu si vous utilisez déjà des pédagogies en plein air, en milieu extérieur. C'est le modèle de, par, pour, en de Teguen Gadet qui est d'ailleurs chapeaute ce projet de webinaire-là. Ce modèle-là, c'est pour un peu venir classifier le type d'activité qu'on peut intégrer quand on est en plein air. Le premier, c'est le en plein air. Donc, c'est vraiment tout ce qui se réalise à l'extérieur. Par exemple, un cours de mathématiques donné dans un parc, ben là, on fait des activités en plein air. Par la suite, on a le de plein air. Ça, c'est des activités qui sont vraiment reliées à leur logique interne et directement au plein air. Donc, par exemple, une sortie de canot pour apprendre les techniques de navigation en rivière. C'est très difficile de le faire autre que dans un contexte de plein air. Donc, d'où le de plein air. Par la suite, on a le par le plein air. Et ça, c'est vraiment des activités qui visent à utiliser le plein air ou la nature comme agent actif. Donc, par exemple, on veut observer le déplacement des fourmis d'une fourmilière dans une forêt pour comprendre leur comportement. Donc, c'est par le plein air. Et celui qui nous intéresse dans le cadre de cette thématique-là, c'est pour le plein air, parce qu'on veut on veut aider le plein air. Donc, c'est des activités qui visent principalement à éduquer à ces thématiques-là. Donc, développer chez eux un désir de comprendre et de protéger l'environnement, donc pour le plein air. Un exemple assez simple, c'est d'organiser le nettoyage des berges d'une rivière avec la classe. Donc, notre groupe, on sort et on fait cette activité-là. Là, on est vraiment en pour le plein air. Donc, pour des conseils pratiques, si vous souhaitiez vraiment développer cette conscience environnementale-là avec vos étudiants et vos étudiantes, il y a beaucoup d'approches qu'on peut utiliser, mais il y en a qui sont très pertinentes pour y arriver, surtout en contexte de plein air, comme on parle aujourd'hui. Le premier, c'est l'apprentissage collaboratif et aussi communautaire.
Donc, pourquoi? Parce que lorsqu'on on est en milieu extérieur et qu'on a un objectif de développement de conscience environnementale, ben, développer l'aspect de la collaboration, de la vie en société par le travail d'équipe, c'est très, très pertinent dans ce cas-ci. Aussi, encourager les étudiants à s'impliquer dans des projets qui sont pas nécessairement reliés à l'école, mais communautaires, axés sur la durabilité. Donc, leur proposer ce genre de projet-là, les diriger vers aussi les services communautaires qui s'offrent à eux, et tout ça dans l'optique de renforcer leur engagement écologique. Et pour eux aussi, ça permet de lier certains savoirs théoriques, des savoirs, aussi des savoir-être dans des actions concrètes. Donc, ça peut venir les mobiliser et les motiver du même coup. Un autre type d'apprentissage qui peut vraiment être pertinent dans ce cas-ci, c'est l'apprentissage par projet. Ce qu'on entend par là, c'est on veut les confronter directement aux problèmes sur le terrain. Et quand on parle d'environnement, c'est quand même, surtout si on pense qu'on sort à l'extérieur, c'est très possible de les amener dans des endroits où on peut constater, observer et analyser des problèmes sur le terrain. Et ça, c'est un contexte réel où justement, ils vont se mettre en action, ils vont observer, ils vont analyser les effets des interventions humaines sur l'environnement. Et ça, veut pas, ça va stimuler leur réflexion critique. Ils vont réfléchir aussi à analyser, mais aussi à trouver des solutions possibles pour contrer cette problématique-là. La résolution est autonome et ça peut se faire en collaboration aussi quand on parle de situations qui sont plutôt complexes. Et souvent, là, l'enseignant va agir comme facilitateur. Il va vraiment les laisser partir dans leur réflexion, mais il va pouvoir quand même amener un certain soutien en cas de besoin. Ensuite, on a l'apprentissage expérientiel en plein air, aussi très pertinent. Là, c'est vraiment, là, on veut leur faire vivre des expériences directes et sensorielles immersives en plein air. Le contenu n'est pas fait en amont, c'est-à-dire que on n'a pas expliqué tant les concepts, on les a mis en action et c'est par la suite, lors des retours, que là, on commence à aller explorer plus et définir les contenus. Et c'est un peu l'inverse de si on est plus en mise en pratique. En mise en pratique, par exemple, on va être en classe, on va partager du contenu, on va leur montrer des savoirs. Et le cours suivant, ben, on peut sortir dehors et là, les mettre en action. Donc, les concepts étaient donnés en amont. Dans ce cas-ci, c'est l'inverse, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on leur fait vivre, ils vont en même temps réfléchir, ça va faire émerger des éléments super pertinents et lorsqu'on les rattrape après ça en retour, on peut faire sortir plusieurs éléments intéressants. Le tout, évidemment, se fait en interagissant avec le milieu extérieur, ça c'est sûr. Et on veut les pousser à prendre des responsabilités pour leurs actions, donc qui se posent des questions sur leurs propres pratiques en même temps. Donc, un peu plus concrètement, d'autres idées, d'autres éléments qu'on pourrait mettre dans nos planifs ou plutôt y réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut développer cette conscience environnementale-là dans nos groupes. Ben, on peut leur faire prendre conscience de ce qui les entoure, donc de leurs écosystèmes locaux. Donc ça va encourager la réflexion sur la richesse de la biodiversité près de chez soi, près de chez eux, et ça devient super transférable aussi, parce qu'après ça, en observant ce qui se passe près de chez eux, que ça soit même proche de l'école, ben après ça, ils vont avoir un regard plus aiguisé aussi pour voir qu'est-ce qui les entoure, c'est quoi la diversité, ils vont développer cette sensibilité-là. Et évidemment, l'objectif, ça serait qu'ils apprécient ces écosystèmes-là, qu'ils aient envie d'en prendre soin, donc de les responsabiliser envers leur préservation. Ça rejoint un peu la première partie de la formation du webinaire aujourd'hui quand je parlais de connexion à la nature, amène la conscience, amène le désir de vouloir en prendre soin, donc des gestes pro-environnementaux. On peut aussi leur faire vivre des expériences de durabilité. Donc ça, c'est des activités qui sont axées sur la durabilité. On parle de projets de nettoyage, on parle de sensibilisation aux défis environnementaux locaux. Donc vraiment des activités pratiques qui vont inciter à agir positivement. On est beaucoup dans le positif. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Par exemple, faire une randonnée éducative pour explorer des sites locaux en mettant l'accent sur des éléments. Donc, on leur demande d'observer c'est quoi, est-ce qu'il y a du transport durable, est-ce que la gestion des déchets est bien faite, est-ce qu'il y a des infrastructures durables. Bref, on essaie de les faire réfléchir par rapport à ce qui, encore une fois, les entoure.
Pour aller un peu plus loin, en lien avec la crise environnementale et les changements climatiques, il existe déjà l'éducation relative à l'environnement qu'on peut s'inspirer. C'est un domaine pédagogique en soi qui vise à développer conscience, connaissances, compétences et attitudes pour agir face à tous les enjeux qu'on voit en matière d'environnement. Donc ça, c'est une approche, ben, c'est un domaine qui est super intéressant parce qu'elle a une approche interdisciplinaire. Donc, elle va aller chercher des éléments de la science, des sciences naturelles, des sciences sociales, des arts. Et sa prémisse, c'est une participation active et expérience concrète à l'extérieur. Donc, ça vient vraiment être pertinent dans le cadre de ce qu'on peut faire en pédagogie extérieure dans le but de développer cette conscience environnementale-là. Un autre élément que je trouve toujours super intéressant à présenter autant à nos étudiants que en formation, c'est le programme Central. C'est un programme qui est quand même très connu, surtout quand on travaille en plein air. Euh, c'est un programme qui, dans le fond, c'est une initiative qui vise à promouvoir des pratiques responsables. Donc, lorsqu'on est en activité en plein air, qu'on sort à l'extérieur, comment minimiser notre impact sur l'environnement naturel. Donc, c'est un outil concret pour sensibiliser et surtout responsabiliser. C'est sur sept grands principes. Je vais vous les mettre juste ici. Et qu'est-ce que je trouve pertinent, c'est en les enseignant, par la suite, les étudiants peuvent les transférer dans leur propre pratique à eux. Donc, s'ils pratiquent des sports en plein air ou ils utilisent des espaces extérieurs entre amis ou seuls, ben, ils peuvent intégrer facilement ces principes-là. L'idée, c'est vraiment globalement, si je peux résumer, lorsqu'on arrive dans un site extérieur, c'est de repartir en le laissant intact. Donc, on ne devrait pas même voir qu'on est passé par ce site-là. Donc, ça l'amène aussi à observer et surtout à faire attention à l'environnement qui nous entoure. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'augmentation de l'éco-anxiété. En effet, la gestion de l'éco-anxiété va peut-être tranquillement faire partie de certains éléments qu'on va peut-être intégrer à notre propre cursus professionnel et pédagogique parce que c'est grandissant. C'est les inquiétudes, en fait, face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. C'est beaucoup chez les jeunes, ils se sentent impuissants face à toute l'ampleur de la crise écologique. Pourquoi les jeunes aussi? C'est certain que ils sont nés et déjà, c'était un sujet qui était très, très présent. Se sont fait bombarder d'informations par rapport à ça. Ils vivent aussi des conséquences des anciennes générations dans leur vie quotidienne. Il y a de plus en plus de problèmes reliés à ça. Donc, ça vient les toucher et ça a créé cette éco-anxiété-là. Les liens qu'on peut faire avec les pédagogies extérieures, mais vu qu'on les met possiblement en contact direct avec la nature, la science dit que ça peut amener un sentiment de calme et de connexion à l'environnement. Donc, si le plus qu'on les connecte avec cette nature-là, le plus qu'on peut atténuer cette éco-anxiété-là. Mais évidemment, il faut le faire par des actions positives. C'est encore une fois pas simplement sortir dehors qui va suffire. Les actions positives, si on leur en fait vivre, ben, ils vont sentir qu'ils ont un sentiment d'efficacité personnelle, donc qui ont un impact sur la suite des choses. Et ça peut entraîner la réduction des peurs et une vision qui est plus optimiste de l'avenir en lien avec les changements climatiques. Pour la suite, je vais tout de suite rentrer dans un exemple de planification qui a déjà été utilisé. L'objectif, c'était d'accroître la conscience environnementale des étudiants avec comme sous-objectif d'approfondir la compréhension des écosystèmes locaux et des enjeux environnementaux et encourager des actions concrètes pour la protection de l'environnement. Il faut savoir que c'était une planification qui était dans un milieu urbain. Je ne vais pas passer tous les détails, mais en gros, c'était bâti sur 2 périodes de 3 heures. Donc, quand même assez court comme planif. La première étape de cette planif-là, c'est vraiment, premièrement, il y avait une sélection d'un parc qui était à proximité de l'établissement scolaire. Et là, le parc a été découpé en plusieurs zones par l'enseignant. Et là, l'objectif, c'était que les étudiants, en groupe, ils étaient placés en équipe et on leur attribuait chacune des équipes une zone. Et là, on les envoyait en observation. Donc,
en observation par rapport aux écosystèmes de cette zone-là. Évidemment, au préalable, il y avait eu un premier moment de discussion pour leur faire sortir des éléments de qu'est-ce qu'ils devraient observer quand on parle d'écosystème. Et par la suite, on les a, eh ben, ils ont été un peu guidés dans vraiment les éléments à observer. Donc, on parle de type de végétation, d'habitat, les points d'eau, est-ce qu'il y avait de la biodiversité dans leur zone, c'était quoi les signes de perturbation environnementale. Surtout, là, on parle que c'est un milieu urbain dans un parc. Donc, est-ce que la gestion des déchets était adéquate? Est-ce que c'était propre? C'était quoi les types de transport à proximité, transport actif, automobile? Et on devait encourager la prise de photos. Donc, pour documenter, vraiment avoir des traces le plus de traces précises possible. Et même pour ceux et celles qui peuvent et qui veulent, ben, toujours possibilité de le faire en vélo. Et donc, on peut même de là agrandir la zone d'observation. Donc, ça, c'est la première étape de cette séance-là. Suite à l'observation, là, c'est le moment de compiler les données. Donc, cette étape-là, c'est entre équipes, ils compilent en équipe pour établir le portrait le plus complet de leur zone et ils présentent aux autres équipes pour essayer d'avoir justement une vue d'ensemble sur tout le parc. Et ça permet aussi de discuter des points communs, des différences qui sont observées dans ces zones-là. Ensuite, euh, on a observé, on en a discuté, et là, c'est l'analyse des enjeux environnementaux. Donc, on revient en équipe, on identifie, on discute des enjeux environnementaux qui sont observés. Est-ce qu'il y a de la pollution? Est-ce qu'il y a de la végétation endommagée? Donc, évidemment, il faut que ça soit en lien avec toute leur prise de notes. Suite à ça, une discussion et une synthèse, ça pouvait se faire dehors comme ça peut se faire en classe. Et là, on fait un grand retour sur les observations et les enjeux identifiés. Et là, on les lance déjà dans la piste de solutions. Donc, on leur demande de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer les problèmes observés. Et ça, c'est dans l'optique qu'au prochain cours, ils commencent déjà à concevoir un projet pour aborder les problèmes environnementaux identifiés. On peut aussi les aider en leur présentant différents types de projets possibles qui sont collaboratifs, par exemple des campagnes de sensibilisation, des actions communautaires, bref. Mais on leur laisse le but de cette activité-là, c'est vraiment de les laisser dans une autonomie et une créativité. Par la suite, les équipes ils ont sélectionné leurs problématiques de leur zone. On essaie tout de même d'avoir une diversité des différentes problématiques, donc pas plus que deux équipes pour la même. Et là, sont amenés à concevoir, à élaborer leur plan d'action, imagination, créativité. On les laisse réfléchir, on les laisse rêver. L'enseignante agit comme facilitateur. Euh, Élément par contre très important, on leur demande d'être cohérents avec avec le lieu plutôt et la problématique qu'ils ont observée. Donc, ça termine par une présentation de leur projet devant la classe. On discute des points forts, des défis, de tous les projets présentés et petit retour réflexif individuel. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu prévois appliquer ces connaissances dans ta vie quotidienne? Donc là, je suis passée très vite. Je vous ai montré ce qui est possible de faire sur 2 à 3 séances. Là, il faut se demander, OK, ça a l'air pertinent, oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces séances-là? Donc, c'est quoi les approches qui ont été privilégiées? Et est-ce que c'est des bonnes approches pour possiblement développer la conscience environnementale? Évidemment, comme je l'ai mentionné, 2 séances à 3, c'est très court, mais tout de même, on constate il y a une approche exploratoire. Donc, on permet aux étudiants d'interagir directement avec leur environnement. Un environnement qu'ils connaissent peut-être déjà, peut-être que c'est un parc qui vont déjà à l'extérieur du milieu de l'école par l'observation. Donc, on les guide pas trop, on les laisse aller. On a aussi, euh, évidemment, l'approche coopérative, collaborative. Ils sont en groupe, ils partagent leurs découvertes, ça favorise l'échange, la construction collective de connaissances, on compare les ondes, ça peut permettre de faire émerger des éléments auxquels on n'avait pas pensé, pas réfléchi. Bref, super intéressant. C'est un apprentissage par projet. On encourage les étudiants à réfléchir à des solutions concrètes pour des problèmes identifiés. Et en plus, c'est eux qui les ont identifiés. On combine créativité et réalisme. Parfois, quand on fait de l'apprentissage par projet ou de l'apprentissage par problème, c'est nous qui donnons un scénario avec une problématique et de là, c'est aux étudiants
aller chercher les savoirs pour répondre à cette problématique-là, à amener des solutions. Dans ce cas-ci, ce qui est super intéressant, c'est que cette problématique-là, c'est eux qui l'ont fait émerger par leur observation. Et ça aussi, c'était une didactique qui était contextualisée. Donc, ils conçoivent des actions qui sont directement à l'environnement étudié. Ils l'ont vu, ils l'ont analysé, ils ont conçu un projet. Donc, ça devient super pertinent pour eux et ça crée un plus grand impact sur leur apprentissage, une plus grande rétention et c'est super concret, donc super motivant. Quand on est dans la planification, dans l'objectif de développer la conscience environnementale, il y a des questions qu'on doit se poser. Et ça, c'est aussi dans n'importe quel, lorsqu'on a un objectif de base, une intention pédagogique, il faut toujours quand même avoir un point de départ. Pourquoi on le fait? Quels sont nos objectifs pédagogiques? C'est quoi les apprentissages vraiment qu'on veut que nos étudiants développent? Est-ce que c'est des connaissances? Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que c'est des attitudes? Donc ça, toujours avoir ça en tête. Comment on va maximiser l'efficacité et l'efficience dans le temps disponible? Donc là, on parle d'une séance, je vous ai présenté une planification de 2 à 3 séances. Pas beaucoup de contenu quand même donné. On les laisse vraiment dans ça. C'est eux qui vont le construire quand même, leur savoir. Mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficient? Est-ce que ça permet de répondre à nos objectifs? Donc, quand on planifie, il faut toujours avoir ça en tête. Et c'est quel type d'intervention ou de didactique qui semble les plus adaptés pour atteindre ces objectifs-là? Il y a une piste pour vous aider qui est basée sur 2 auteurs qui travaillent beaucoup la dimension environnementale. Ces 2 auteurs-là, en 2019, ils ont publié, ils en ont fait d'autres publications, c'est super intéressant. Et eux, dans le fond, ils disent que il faut avoir des outils pédagogiques qui stimulent 3 dimensions clés. Donc, lorsqu'on voudrait implanter de la pédagogie à l'extérieur dans l'objectif de faire développer la conscience environnementale ou peu importe ce qui est relié avec l'environnement et l'écologie, on devrait avoir un moment où que les jeunes peuvent être en introspection. Donc, amener les apprenants à réfléchir sur leurs propres valeurs, leurs propres attitudes, leur comportement envers l'environnement. Donc, vraiment, de trouver une façon qui se pose ces questions-là par rapport à eux-mêmes. On devrait aussi être dans l'action concrète avec des activités pratiques et engageantes. Le milieu extérieur nous permet de le faire très facilement, donc ça, c'est très bien pour ça. Et avoir aussi des moments où il y a la réflexion critique. On leur donne des opportunités pour analyser les structures sociales, économiques, politiques qui contribuent aux crises écologiques parce qu'on sait que c'est important d'avoir cette vision systémique quand on parle d'enjeux environnementaux. Donc, un peu une approche holistique, qu'on pourrait dire. Donc, en conclusion, selon tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que je trouve important de retenir, c'est qu'il faut travailler la qualité de l'être dans son environnement. Donc là, je l'ai dit, développer une connexion profonde avec le vivant, c'est gagnant. Et pour ça, il faut que la nature, pour eux, devienne un partenaire de vie. Donc, c'est pas une ressource à exploiter, c'est un partenaire de vie, on veut y faire attention. On veut qu'ils se sentent dans un écosystème conscient, cette interdépendance les uns avec les autres, avec le vivant, avec la nature, et favoriser cette harmonie-là. On veut passer de l'individu à la collectivité, donc voir au-delà de nos gestes individuels, puis se reconnaître dans une communauté qui est vivante et qui peut amener des changements concrets. On veut aussi créer des éco-émotions qui sont positives. Se déconnecter des écrans et des sources d'informations accablantes par rapport à la crise écologique qui arrive de partout peut être une idée, peut être une façon de se reconnecter au vivant. Des fois, c'est bien de juste mettre ça sur pause, de sortir, puis d'avoir ces éco-émotions-là positives par rapport à ce qui nous entoure. Et susciter l'émerveillement, l'espoir, l'envie de prendre soin de la planète. Ça va aussi beaucoup passer par nous en tant que modèle pour ces étudiants et étudiantes-là. Donc, j'ai un petit mot de la fin, une phrase suivie d'une petite question qui, pas nécessairement doit être répondue là, mais qui va peut-être vous-même vous susciter des réflexions. Donc, mon petit mot de la fin pour cette présentation-là. Les pédagogies extérieures ne sont pas seulement une méthode d'enseignement, c'est un moyen de transformer profondément la relation de nos étudiants et étudiantes avec le monde et leur environnement. Vos idées, vos expériences et vos réflexions sont le premier pas
pour bâtir ce changement. Alors, quelles graines voulez-vous semer aujourd'hui? Alors voilà, c'était mon petit mot de la fin. Ici, je vous présente mes références bibliographiques et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Il y a un lien un petit questionnaire de satisfaction pour cette présentation-là.